L'hebdo politique. Bonsoir, bienvenue dans l'hebdo politique. Vous êtes sur Radio Sensation. Ce soir, je reçois Guy Lefranc, le maire d'Évreux, vice-président de région en charge de l'aménagement du territoire, des relations avec les collectivités locales et de la ruralité, président de l'agglo Évreux Porte de Normandie. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique. Guy Lefranc, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 11 mars 63 à Caen. Vous êtes docteur en médecine. Vous avez un diplôme universitaire d'alcoolologie, une capacité en aide médicale d'urgence et en médecine de catastrophe. On en parlera tout à l'heure. Vous avez débuté votre carrière au SAMU de Caen et au SMUR d'Évreux. En parallèle, votre carrière politique a pris son envol auprès de Jean-Louis Debré, alors président de l'Assemblée nationale. Vous êtes maire d'Évreux depuis 2014, ancien député de la première circonscription de l'Eure. Vous êtes élu régional depuis 2015 et président de l'agglo d'Évreux depuis 2017. On va dresser votre portrait dans quelques instants. L'hebdo politique sur Sensation Normandie. Et tout d'abord, pour entrer dans le vif du sujet, on dit de vous que vous êtes un artisan du consensus musclé sans vous départir d'une certaine pédagogie politique. Votre majorité est plutôt patchwork avec des républicains, des centristes et des marcheurs. Ce qui a fonctionné en 2014 ne marchera pas forcément en 2020. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela ? Écoutez, j'ai une équipe solide, une équipe qui effectivement nous a rejoint de différents horizons en 2014 parce qu'il voulait le renouveau, il voulait le changement pour cette ville. Je crois qu'aujourd'hui, le réveil que nous avons donné à Évreux dans différents domaines fait que ma majorité est solide, elle a un très beau bilan et aujourd'hui, advienne que pourra. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les Ébroïciens et l'avenir des Ébroïciens. Et si les Ébroïciens sont satisfaits de notre bilan, alors nous retournerons, je pense, avec la même équipe, ou en tout cas la même ambition de ratisser large, si j'ose dire, sur le plan politique, parce que ce qui nous intéresse, c'est pas la politique politicienne, c'est la ville d'Évreux. Il n'y a pas d'étiquette, mais est-ce que certains de vos collaborateurs ne seraient pas tentés, ou vous-même peut-être, de vous mettre en marche d'ici les échéances municipales ? Bon, vous savez, j'ai l'habitude d'avoir des valeurs et de les respecter. Je n'ai pas l'habitude ni de changer de casquette, ni de retourner ma veste. Donc aujourd'hui, je suis bien avec l'équipe que j'ai. J'ai des gens qui sont en marche dans ma municipalité, dans ma majorité, ça ne pose aucun problème, à partir du moment où nous parlons des sujets locaux. Et c'est vrai qu'il est compliqué aujourd'hui, parfois avec l'État, de défendre les collectivités, de défendre nos sujets locaux. Pour ma part, en tout cas, je n'ai pas d'appétence particulière pour En Marche. Et même pour tout vous dire, je suis toujours assez méfiant des partis uniques. Lorsqu'on nous propose un parti unique en dehors des extrêmes, qu'il soit de gauche ou de droite, cela me gêne toujours un peu sur le plan démocratique. Vous revendiquez en tout cas l'étiquette des Républicains. Absolument. Vous vous sentez bien dans la nouvelle famille qui a été convoquée par Laurent Wauquiez ? Je me sens bien à droite, je me sens bien avec les Républicains, j'ai des divergences avec Laurent Wauquiez, et pour autant, vous savez, j'ai connu une époque où le RPR était très protéiforme, très multiforme, et ça ne nous empêchait pas de travailler ensemble. Je pense que c'est ce qu'il faut que nous continuions à faire. On va parler des investissements, c'était dans la presse régionale il n'y a pas si longtemps, des investissements dits records pour 2018 pour l'agglo Évreux Porte de Normandie. La collectivité prévoit de consacrer près de 26 millions d'euros de dépenses. Est-ce que vous avez une cagnotte secrète ? Comment vous faites ? D'abord, nous n'avons pas augmenté les impôts. C'était un engagement pendant la campagne, plus qu'une promesse. C'était un engagement, que ce soit au niveau de la ville ou de l'agglomération. Nous n'avons pas augmenté les impôts. Nous nous sommes même désendettés au niveau de la ville. Et malgré tout, nous avons multiplié par quasiment 3, 2,5 à 3, nos investissements, que ce soit à la ville ou à l'agglomération. Pourquoi ? Parce que nous avons fait d'énormes efforts sur les budgets de fonctionnement. Nous avons supprimé des dizaines de postes. Nous avons demandé beaucoup aux fonctionnaires de la ville et de l'agglomération. C'est aussi pour ça que je suis assez réticent sur la contractualisation que l'État nous propose. Nous avons diminué 120, 130 postes. Il nous en reste autant à faire dans les 3 années qui viennent. Pendant la même période, l'État, en 2016 notamment, se vantait d'avoir 25 000 fonctionnaires de plus. Nous avons fait les efforts de fonctionnement. Comme n'importe quelle entreprise, comme n'importe qui, quand on gère son budget, on fait des efforts de fonctionnement pour pouvoir créer des marges, pour investir. Et je rappelle que la ville d'Évreux, par exemple, c'est 24 millions d'euros d'investissement cette année. La ville de Rouen, c'est 24 millions d'euros d'investissement. Nous investissons autant que la ville de Rouen, avec beaucoup moins d'impôts et beaucoup moins de population. Comment ça se passe au niveau de la politique de la ville ? On sait que l'ANRU a eu ses belles heures de gloire sous Jean-Louis Borloo. Depuis, ça coince un peu. Votre adjoint, Driss Etazaoui, a bas un boulot de cinglé, notamment sur Nétraville et sur la Madeleine. Mais il y a peu de reconnaissance de la part du gouvernement. Est-ce que ça vous agace ou est-ce que vous voyez une embellie surgir quelque part ?
Comme toujours, je suis à la fois inquiet et optimiste. Je suis inquiet parce que je vois que l'État aujourd'hui freine des cas de fer pour ne pas financer ce qu'il a prévu de financer. Nous allons faire venir Hervé Morin, le président de région, qui participe à l'ANRU, donc au volet investissement de la politique de la ville. Il vient le 5 avril à Évreux. Nous allons avoir une grande réunion justement pour voir ce que la région finance, ce que le département éventuellement financera. Et puis nous allons interpeller l'État pour lui demander de se mettre aussi autour de la table et faire ce qu'il a promis de faire. Sur le plan fonctionnement, c'est-à-dire comment faire vivre les associations, etc., Driss Etazaoui et Mohamed Errar, qui sont mes deux élus en charge de la cohésion sociale et de la politique de la ville, se travaillent effectivement énormément, mais avec beaucoup de difficultés. L'État finance de moins en moins, mais veut nous imposer ses choix. Je prends juste un exemple. L'État nous demande que le centre de loisirs, que le centre social travaille sur les horaires atypiques, c'est-à-dire soit ouvert tard le soir. L'État me propose de me donner 9 000 €, là où ça va m'en coûter 30 ou 40 000. Donc, quand l'État veut nous donner des ordres ou des conseils, qu'il nous donne aussi les moyens de financer les opérations qu'il souhaite mettre en œuvre. Le côté positif, c'est peut-être que ces quartiers dits sensibles et qui avaient une réputation un peu sulfureuse, même sous le mandat de M. Debray, ça a beaucoup évolué. Ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. Alors, effectivement, il y a l'investissement, mais il y a aussi une prise de conscience de la part des habitants, comme des associations, comme des élus politiques d'ailleurs, que nous ne pouvions pas rester là où nous étions. Et aujourd'hui, moi, je me promène à la Madeleine ou à Netreville sans problème. Personne n'a besoin de garde du corps. Nous ne sommes pas, comme c'est le cas dans certaines banlieues où effectivement la vie est difficile. Sur Évreux, nous avons la chance d'avoir beaucoup progressé. On le doit notamment à Jean-Louis Debray. D'accord. Pour mieux prévenir, là c'est un sujet qui vous tient à cœur et qui est assez brûlant, pour mieux prévenir le risque terroriste au lendemain de l'attentat de Carcassonne, vous réclamez la création d'un fichier spécialisé. Vous aviez déjà interpellé le gouvernement pour que les maires, entre guillemets, des grandes villes soient informés s'il y avait des fichiers S qui travaillaient sur leur territoire. Là, vous proposez la création d'un fichier T. C'est plutôt un pacte de confiance avec l'État, mais le préfet du département de l'Eure ne vous suit pas sur ce dossier. Alors, est-ce qu'il y a fâcherie, il y a malentendu? Comment ça se passe? Je m'entends très bien avec le préfet de l'Eure, qui lui est bien conscient des difficultés sur le terrain. Oui, absolument. Et nous échangeons d'ailleurs toutes les semaines ensemble. Donc, le sujet, c'est ça freine là pour l'instant. Le sujet, c'est pas le préfet de l'Eure qui y est pour rien, c'est l'État qui n'assume pas. J'ai demandé il y a 2 ans à pouvoir connaître les noms des fichiers S. L'État me reconnaît la qualité d'officier de police judiciaire. L'État me reconnaît comme étant le représentant de l'État dans ma commune. C'est dans la loi. Et malgré cela, l'État ne nous fait pas confiance. Nous devons travailler ensemble. Nous voyons bien que malgré le travail effectué par les policiers et les gendarmes, ils n'ont pas les moyens de tout réussir. On m'a objecté qu'il y avait trop de monde dans les fichiers S, qu'il y avait un peu de tout. C'était une sorte de globi-boulga où on pouvait trouver des gens dangereux, des gens pas dangereux. Donc, d'où ma demande d'extraire dans ces fichiers S un fichier T comme terroriste. D'après les experts, il y aurait 4, 5, 6 000 personnes et nous pouvons nous travailler ensemble. L'État me demande d'assurer la sécurité de ma population. J'ai 30 policiers municipaux, ça me coûte 1,5 million d'euros par an, financés par les impôts locaux, alors que c'est du ressort de l'État. Je le fais parce que la population le demande. Mais créons un pacte de confiance. Arrêtons de d'avoir cette espèce de paranoïa entre l'État et les collectivités territoriales. Ce sont les collectivités territoriales qui font la France. Nous sommes les représentants du peuple. Les élus, notamment les maires qui ont des polices municipales, sont des gens sérieux et responsables. Et donc nous devons pouvoir travailler ensemble. Nous en avons pour des années à vivre avec le terrorisme. Donnons-nous tous les moyens possibles. Est-ce que c'est apaisé sur Évreux? Ou vous sentez que ça mouronne, qu'il y aurait éventuellement un risque sous-jacent quelque part? Mais qui peut savoir? Est-ce que vous pensez que dans la banlieue de Carcassonne, on imaginait qu'il allait y avoir un terroriste? Est-ce que vous pensez qu'on imaginait à Saint-Étienne-du-Rouvray qu'un prêtre allait se faire assassiner sur son autel pendant la messe? Donc personne ne le sait. Je ne sais pas moi-même si j'ai des fichiers S dans ma commune et combien. C'est ça que je demande à savoir, pour que nous puissions travailler ensemble, sous l'autorité évidemment du préfet. Personne ne remet en cause le rôle de l'État dans la sécurité nationale, mais nous devons travailler ensemble. J'ai armé ma police municipale, comme beaucoup de maires, justement à la suite des attentats terroristes. Mais il faut que nous puissions travailler sérieusement. On parle justement, on va faire une passerelle avec le service national, le retour du service national ou d'un service militaire un peu plus moderne. L'image de l'armée s'est améliorée. On rappelle pour les plus jeunes d'entre nous que vous avez fait tardivement, étude oblige, votre service près de Bordeaux au service de santé des armées. Et plus tard, vous avez effectué notamment des missions à l'étranger en Bosnie notamment. Est-ce que ça vous a forgé une mentalité d'homme à part et de médecin en particulier différent?
Le fait d'avoir fait votre service militaire au sein du service de santé des armées? Faire le service national, d'abord, ça permet de créer des liens. C'est vrai que j'avais 28 ans lorsque j'ai fait mon service national, à l'issue de mes études de médecine. J'avais pas envie de faire mon service national. À l'époque, j'étais marié, j'avais une petite fille, et j'aurais préféré effectivement rester. Mais j'y ai découvert d'abord une ouverture d'esprit, un sens aussi de la camaraderie, et plusieurs années plus tard, j'ai eu l'occasion de faire des OPEX, notamment, effectivement, vous l'avez dit, à Mostar, à Sarajevo. Et là, j'ai découvert beaucoup de choses. D'abord, la fraternité d'armes des militaires. Et croyez-moi, on respecte davantage les militaires quand on les voit vivre entre eux. Et puis, j'ai travaillé aussi dans les camps de réfugiés à l'époque. Ouais. J'ai travaillé dans des camps de réfugiés musulmans, dans des camps de réfugiés chrétiens, dans des camps de réfugiés chrétiens orthodoxes. Et j'ai soigné tout le monde. Et j'ai vu à ce moment-là le risque de cette fracture des différentes religions. Je suis croyant moi-même, donc j'ai pas de problème avec la religion. Simplement, on voit bien qu'aujourd'hui, cette exacerbation nécessite que l'on puisse travailler ensemble et qu'on puisse s'écouter l'un l'autre. Et c'est peut-être aussi ce qui me donne cette capacité d'écoute, c'est que sans distinction, j'ai eu l'occasion de soigner tant des musulmans que des chrétiens, et j'en suis plutôt fier. Donc on est un homme différent selon ce qu'on ait fait ou pas son service militaire. Je pense qu'aujourd'hui, le service national, pas forcément le service militaire d'ailleurs, mais c'est une bonne chose que le gouvernement pourrait apporter, effectivement. Moi, je suis plutôt favorable, pendant 3 mois, pendant 6 mois, à ce qu'on exerce un service national, qu'il soit civil ou militaire. La question qui se pose, c'est comment on va le financer. Aujourd'hui, l'État ne finance plus ses compétences régaliennes. Nous l'avons dit tout à l'heure sur la sécurité, je mets 1,5 million d'euros par an sur la table. Nous finançons aujourd'hui l'éducation nationale, nous finançons le soutien scolaire. Ce sont des centaines de milliers d'euros que les Hébroïciens financent chaque année sur ce sujet. Nous accompagnons la justice avec la Maison de la justice et du droit. Voilà, toutes les compétences régaliennes sont déjà en complément assuré par les collectivités territoriales. Je vois mal comment l'État va pouvoir en rajouter aujourd'hui. En tout cas, le service militaire vous a permis de devenir maire d'Évreux, ou c'est un raccourci ? Ah non, tout à fait. Je connaissais très peu Évreux, puisque venant de Caen, je traversais Évreux pour aller à Paris. Et c'est le fait de venir faire mon service national à Évreux qui m'a fait découvrir cette ville, qui me l'a fait aimer. Et à la suite de quoi, j'ai déménagé, j'ai amené toute ma famille et je me suis installé dans cette belle ville. Vous avez délaissé Caen ? Oui, j'aime beaucoup Caen, mais aujourd'hui, Évreux, c'est ma ville depuis plus de 30 ans maintenant, et j'en suis particulièrement heureux, et surtout quand on voit l'engagement des Hébroïciens aussi pour réveiller leur ville. La réunification de la région, elle s'est opérée de façon plutôt facile au niveau d'Évreux ? À Évreux, aucun problème. Peut-être que le fait d'être bas normand d'origine a facilité les choses, mais j'ai travaillé dans la Manche lorsque j'étais jeune médecin, donc quand je vais dans la Manche, j'ai pas de soucis. J'ai eu l'occasion de faire des remplacements dans l'Orne. Je connais évidemment très bien le Calvados, donc non, pour moi, au contraire, c'était plutôt une sorte de retour aux sources, et cette réunification qui se fait très bien, avec un vrai équilibre, n'en déplaise à certains, entre Caen et Rouen, est plutôt rassurante, et on voit bien d'ailleurs avec Hervé Morin qui est particulièrement investi dans son rôle de président de région, qu'aujourd'hui, la Normandie retrouve des couleurs. On passe tout de suite à la deuxième partie de cette émission. L'hebdo politique. Guy Lefranc, maire d'Évreux, est notre invité dans cet hebdo politique. Une question, Évreux va se transformer prochainement, disent les mauvaises langues, en travaux-ville. Ça va durer sans doute du début de l'été jusqu'au mois de septembre, avec un réaménagement du square Brassens, le théâtre Le Gendre, dont l'ouverture a été reculée. Et puis de septembre à octobre, ensuite, il y a une grosse phase de chantier, la place de Gaulle, place de la Mairie qui va être entièrement rénovée, etc., pour qu'on puisse être prêt pour 2020. Comment on aborde justement cette phase de chantier, de travaux, avec les quelques soucis pour les automobilistes et les riverains? C'est compliqué, les travaux. C'est compliqué parce qu'on dit là, c'est le bon moment. J'ai commencé dès la première semaine où j'ai été élu maire. J'ai été élu maire un samedi. Le samedi suivant, nous avions enlevé un couloir de bus expérimental dans le centre-ville qui empêchait même les bus d'avancer. Et je crois que ça a marqué le début de ce mandat, et ça aura finalement marqué toute cette mandature. C'est travailler vite, travailler fort et travailler bien. L'objectif, c'est qu'effectivement, d'ici l'été 2019, les travaux soient terminés sur Évreux, qu'on puisse enfin faire une pause et que les Hébroïciens puissent profiter de ce nouvel espace de vie. Pourquoi est-ce que nous avons fait autant de choses ? Souvent,
on dit qu'il faut attendre le deuxième mandat d'un maire pour voir les réalisations se faire. Nous voyons les réalisations, les Hébroïciennes et les Hébroïciens le voient au bout de 4 ans. Pourquoi ? Parce que dès le départ, nous avons pris le taureau par les cornes. Je rappelle qu'il y a des réseaux que nous faisons dans le centre-ville qui n'ont pas été refaits depuis la reconstruction. Nous avons des réseaux qui datent des années 50-60, avec des pannes régulières, avec des fuites d'eau énormes qui obligent à creuser et tout. Nous avions pris l'engagement avec mon équipe municipale d'améliorer le cadre de vie des habitants, en dehors de l'attractivité, du développement économique, de la sécurité, etc. Et aujourd'hui, moi, ce qui me rassure, c'est de voir qu'il y a des gens qui nous disent « on revient à Évreux », alors qu'on n'y venait plus. Et ça, c'est rassurant. Alors oui, les travaux sont embêtants, mais je pense que les premières réalisations, que ce soit la rue du Général Leclerc, la place du Grand Carrefour, par exemple, qui est un exemple, montrent qu'aujourd'hui, les commerçants, qui souffrent aussi de ces difficultés, il faut bien en être conscient, et aussi les riverains et ceux qui viennent travailler à Évreux, savent aussi pourquoi ont lieu ces travaux. Ils savent que ça va embellir la ville, ils savent que ça va permettre d'améliorer le cadre de vie des habitants et de faire revenir des touristes. La place Septmanville, avec la remise en état de la Barbacane, de la Porte-Peinte et des remparts du XIIIe et du XVe siècle, c'est une opportunité énorme pour Évreux. Ça va être un été compliqué ? Ça va être un été difficile, mais en même temps, tout le monde le sait, soit on fait rien, et on continue à se plaindre, et on continue à trouver Évreux médiocre, et on continue à se dire que finalement, c'est normal, parce qu'à Évreux, on ne peut rien faire. Soit on se dit, ok, on s'y met, c'est compliqué, c'est difficile, mais je prends l'engagement que d'ici l'été 2019, les travaux seront terminés, tant sur le centre-ville d'ailleurs que sur les accès. Il aussi, il ne faut pas oublier. Absolument, mais encore une fois, d'ici l'été 2019, tout ça va s'apaiser et ensuite nous aurons 2 ans, 3 ans pour que les habitants puissent profiter. Il restera quelques rues à terminer, mais le plus gros aura été fait. Un programme immobilier également qui reste ambitieux malgré la morosité des villes cousines ou voisines, du côté de la cité Lafayette notamment, où on parle de la création de 270 logements. Ça reste d'actualité ? Ah, plus que jamais, vous savez, là aussi, ça fait 4 ans que nous sommes dans les études, les recherches, les programmes. Nous avons encore perdu 1 an puisque l'État nous a redemandé des diagnostics, des études qui coûtent très cher d'ailleurs, mais non financées par l'État, sur la faune, la flore, etc. Aujourd'hui, nous avançons. Nous avons un programme léger de 270 logements qui vont... Avant l'été ? Non. Les travaux vont commencer en 2019. D'accord. Donc les premières maisons sortiront en 2020. Okay. Donc là, pour l'instant, non. Rien ne va sortir pour l'instant. Nous sommes en train de discuter, de négocier avec les derniers copropriétaires. Ensuite, les études vont nous permettre, je vous le dis, de lancer des premières constructions de maisons d'ici 2020. Un peu de logements sociaux, mais en accession à la propriété, de l'accession pour du primo-accédant, et puis des parcelles de qualité aussi pour faire des grandes villas. D'accord. Je rappelle juste que mon prédécesseur avait prévu, je crois, entre 700 et 800 logements sociaux très denses à cet endroit-là. Nous avons, nous, au contraire, voulu écouter les habitants et préserver le côté vert et le côté boisé de cet endroit. Vous avez une future résidence senior pôle santé à Nétreville, c'est aussi dans les tiroirs ? Alors ça, c'est dans les tuyaux. C'est un travail que nous menons avec la Sécomil, notre bailleur social. Et donc, d'ici l'été 2019, là aussi, septembre 2019, nous aurons une résidence senior, une maison médicale, une nouvelle bibliothèque-médiathèque, une nouvelle mairie annexe, un lieu de vie. Et juste en face, nous refaisons le centre commercial dit des Peupliers, qui permettra enfin que Nétreville, qui attend depuis des dizaines d'années qu'on s'occupe d'elle, soit prise en compte. C'est sur l'ancienne crèche, c'est ça ? C'est à la place de l'ancienne crèche. D'accord, oui. Ok. Et ça, c'est pour le printemps 2020 ? Oui, fin 2019. D'accord. Santé, pour un sujet qui fâche, et pas que vous, chirurgie, médecine. Pour la première fois depuis 5 ans, l'activité des sites d'Évreux et de Vernon a marqué le pas, faute de médecins, manque de personnel, les finances fragiles. Est-ce que ça ira mieux avec la mise en route de ce qu'on appelle le GHT, le groupement hospitalier de territoire Eursen-Pays d'Ouche, où le problème est plus profond ? Le GHT, le groupement hospitalier de territoire, a pour vocation à faire travailler ensemble des hôpitaux, avec un hôpital de référence qui est celui d'Évreux-Vernon, et des hôpitaux qui travaillent avec, dont notamment celui de Bernay. Mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas, loin s'en faut. Aujourd'hui, notre problème est le déficit d'attractivité des médecins. C'est aussi pour ça que la ville d'Évreux est remise en état. C'est parce qu'il faut avoir une qualité de vie importante. Il faut ensuite, derrière, et nous y travaillons, c'est accompagner les conjoints des médecins qui peuvent venir. Nous avons aussi un travail qui a été mené par M. Charbois, le directeur de l'hôpital d'Évreux-Vernon, avec le CHU, pour avoir davantage de jeunes professionnels. Je prends juste un autre exemple. C'est à chaque fois, désormais, que tous les 6 mois, il y a des internes qui viennent à l'hôpital d'Évreux. Il y a une 60aine d'internes qui viennent. Je vais les accueillir moi-même. Nous leur offrons des places pour aller voir le basket, pour aller au ciné, au spectacle,
Pourquoi ? Parce qu'il faut que les futurs médecins sentent qu'Évreux est accueillante et a envie de les voir venir. Mais c'est un travail de longue haleine, c'est un travail compliqué. Et pour tous ces hôpitaux généraux, il est compliqué aujourd'hui d'attirer des praticiens de qualité. Mais évidemment, nous ne lâchons pas prise. C'est une phrase de vous. Vous avez émis le souhait que l'on reconnaisse qu'avant d'être un coût, la santé soit un investissement. Est-ce que la politique menée par Agnès Buzyn va dans ce sens actuellement ? Écoutez, la politique menée par Agnès Buzyn va sur certains côtés dans le bon sens. Je pense notamment au développement de la santé publique. Ça, c'est un sujet important, même si ce qui a été proposé dans le dernier plan il y a quelques jours reste largement insuffisant. J'ai écrit des livres entiers là-dessus, donc je ne peux que me féliciter qu'on développe la santé publique. Pour autant, aujourd'hui, ça ne suffira pas. Il faut que l'on comprenne, et la région, heureusement Hervé Morin l'a bien compris, la région, oui, c'est un investissement. C'est pour ça que nous avons créé une filière santé avec Sophie Gauguin, la vice-présidente en charge de l'économie, de manière à développer l'activité sur les dispositifs médicaux, sur la médecine nucléaire, sur le médicament. Aujourd'hui, nous avons des projets importants de développement de formation en matière de santé, par exemple sur le territoire d'Évreux. Donc ça, c'est important, mais la région, j'ai l'impression, en a plus conscience, malheureusement, aujourd'hui, que l'État. L'hôpital public est dans un état catastrophique. Moi qui travaille encore, je suis toutes les semaines médecin urgentiste, je vois bien, nous n'avons jamais eu un tel conflit éthique chez les soignants. Et quand je parle de conflit éthique, c'est la difficulté pour des soignants, que ce soit des infirmières, des aides-soignantes, des médecins, de réussir à faire le travail pour lequel ils ont été formés, à la fois sur le plan technique, mais aussi sur le plan humain. Je pense qu'il faut faire très attention. Au-delà des EHPAD, l'hôpital public est en danger d'explosion réelle. Vous avez été au début de votre carrière de médecin responsable du programme de médicalisation des systèmes d'information de la clinique Charentonne de Bernay, ce qui nous amène justement à avoir une petite pensée pour la maternité de Bernay menacée de fermeture. Est-ce que c'est une fatalité, cette fermeture programmée ? Les restructurations hospitalières, manifestement en région Normandie, ne sont pas terminées, en particulier pour les maternités, les services de chirurgie et les services d'urgence. La maternité de Bernay est sur la sellette. Il a été décidé sa fermeture par l'Agence régionale de santé. Et je rappelle donc que c'est l'État. Donc ce n'est pas une décision ni de la région ni des élus locaux. Je sais qu'Hervé Moret est très impliqué pour la défense de cet établissement. Pour autant, c'est vrai qu'à côté de Lisieux, pas très loin d'Évreux ni de Rouen, aujourd'hui, cette maternité va avoir du mal à se défendre vis-à-vis des autorités de tutelle. Et les natalités ne sont pas rentables, quoi, en fait. En gros, c'est ce que l'ARS a... Une natalité, c'est toujours rentable à partir du moment où ça nous fait de nouveaux habitants, mais pour autant, ça coûte très cher. Et je crois que la maternité de Bernay, de mémoire, c'est 400 accouchements par an. C'est 15 sages-femmes pour 400 accouchements par an. Ça veut dire un accouchement tous les 3 jours par sage-femme. On peut aussi s'interroger sur la qualité des soins fournis dans ces cas-là, malgré l'extrême compétence de nos soignants. D'accord. Je suis réservé sur la politique envers les migrants. C'est ce que vous avez dit récemment après le constat de plusieurs familles africaines illégales à la rue. Vous avez notamment ouvert un gymnase pour les abriter. Et ce qui m'amène à une autre question. Vous souhaitez aussi développer la coopération avec les pays africains, notamment ceux dont les populations sont représentées sur Évreux, le Congo, le Sénégal, le Kinshasa. C'est quand même 2 idées qui s'entrechoquent. Non, pas du tout. Les populations africaines ne sont pas illégales chez vous ? Bien sûr que beaucoup, nous avons notamment une filière congolaise que tout le monde connaît et qui n'a toujours pas été démantelée. Donc, ma position à moi, au contraire, elle est très simple. C'est d'abord, j'ai travaillé dans des camps de réfugiés, j'ai travaillé auprès des populations réfugiées. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup à Évreux qui l'ont fait, et donc avant de nous donner des leçons, peut-être qu'il faut vous regarder ce que chacun a fait pour les réfugiés. Lorsque les réfugiés sont en situation légale, lorsqu'ils sont de réels demandeurs d'asile, lorsqu'ils sont des réfugiés politiques, je n'ai aucun problème pour les accueillir. Je n'ai aucun problème pour ouvrir un gymnase lorsque je vois le soir à 20h des femmes avec des enfants et des bébés à la rue alors qu'ils gèlent dehors. C'est mon rôle d'humain, c'est même pas un rôle politique, c'est un rôle humain. On ne peut pas laisser des enfants et des bébés à la rue quand ils gèlent. Et d'ailleurs, j'ai interpellé le préfet et 2 heures après, le préfet avait trouvé des solutions. Donc là aussi, je pense qu'il y a une vraie volonté de dialogue. Pour autant, il y a des filières, il y a une immigration clandestine qui est avant tout économique. Et nous ne pouvons pas accueillir tous les réfugiés économiques du monde. D'où
surtout ma volonté de travailler au contraire en amont pour aider ces pays. Nous avons travaillé avec Évreux pendant 30 ans avec le Bénin, à Djougou. Aujourd'hui, je pense qu'il est temps de passer à d'autres populations qui ont aussi des besoins. Et donc, notamment le Congo-Kinshasa, où Stéphane Baki, qui travaille aujourd'hui pour moi, qui est un représentant associatif bien connu d'Évreux, va mener une mission au Congo-Kinshasa. Et également en direction du Sénégal, où une de mes adjointes au maire, Koumba Dioukane, avec Abdoulaye Mané, qui est un autre conseiller municipal, travaille à créer de nouvelles relations. La coopération internationale, au contraire, est tout à fait logique avec le refus d'accueillir des populations de manière illégale. On va parler culture avec l'un de vos opposants les plus célèbres, Timur Véry, chef de file de l'opposition socialiste, qui parle... Une célébrité très locale. Du festival Rock in Évreux, qui serait un événement devenu commercial et vous accuse de faire la part belle aux investisseurs privés. Le rock a-t-il tué la finance, en tout cas sur Évreux ? Ou la finance a-t-elle tel rock ? Ouais. Non, je crois qu'il faut être sérieux. Nous étions arrivés au bout d'un cycle. Le rock à Évreux, c'est fondamental. Ça fait 35 ans que le rock existe à Évreux et il était hors de question de le laisser mourir. Pour autant, je ne pouvais pas laisser une association continuer à creuser les déficits et nous étions arrivés à presque 1 million d'euros de demandes l'an dernier pour pouvoir boucher les trous et lancer un nouveau festival. Nous avons donc fait le choix de travailler autrement, fait un appel à candidature. Nous avons donc une nouvelle association, Normandie Rock, avec Vincent Ficot, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet, qui est un vrai professionnel. Et nous avons créé un nouveau festival rock. Ce nouveau festival rock, aujourd'hui, n'a pas vocation à demander toujours plus d'argent public. GHF avait créé le festival de Mokanchi, le Green Earth Festival, et donc ils étaient en difficulté pour le refaire cette année sur ce secteur. Nous avons décidé d'unir nos forces pour pouvoir faire un très beau festival. L'objectif du Festival d'Évreux, c'est d'être dans les 10 grands festivals de France, avec Beauregard à Évreux. Et donc, cette année, grâce à ce partenariat, nous allons avoir 3 jours au lieu de 2 journées. Notre objectif, c'est 25 000 spectateurs. Nous allons, au contraire, continuer à nous battre. Travailler avec le privé, c'est pas un gros mot. Il faut arrêter de se dire que l'argent public doit être déversé comme ça, sans se poser de questions, en augmentant toujours les impôts, surtout si les impôts locaux disparaissent. Petite pensée poétique pour terminer cette émission, il nous reste 1 minute. Pendant 1 an, jusqu'au 22 septembre, plusieurs personnes vont se relayer 1 heure le matin, 1 heure le soir, pour veiller sur la ville. Initiative artistique que vous avez, tentée, vous l'avez même pratiquée. Comment on ressort de cette expérience, seul, lorsqu'on domine sa ville ? D'abord, ça fait toujours bien d'être seul. Voilà. C'est lorsque ça m'a été proposé, effectivement, par M. Mousso Fernandez, le directeur du Tangram, et Jean-Pierre Pavon, mon adjoint à la culture, j'étais très enthousiasmé, contrairement à certains de mes collaborateurs ou de mon entourage qui disaient encore un truc de cultureux. Eh bien, au contraire, d'abord, l'image est très belle, et puis ça oblige à se poser sans téléphone, sans télé, sans personne, et à s'interroger sur, finalement, qu'est-ce que c'est que cette ville, qu'est-ce que sont les habitants, quelle est la structure urbanistique, et comment on s'intègre dans ce territoire. Ça permet d'avoir une réflexion, finalement, verticale plutôt qu'horizontale, à plusieurs étages. Et moi, j'en suis ressorti très heureux, et j'ai noirci plusieurs pages d'impression à ce moment-là. Et vraiment, je conseille à tout le monde de le faire. Guy Lefranc, merci. On se retrouvera certainement pour un prochain festival. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez retrouver, on vous le rappelle, cet hebdo politique en podcast son et vidéo sur notre site www.radiosensation.fr. Bonsoir. Bonsoir. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique.